Bienvenue à tous et merci de nous faire confiance. Merci de regarder votre émission d'actualité politique en RDC. Décryptage. Aujourd'hui, nous allons revenir sur les principaux sujets à la une de l'actualité en RDC, notamment la question électorale, le processus électoral. Nous parlerons du calendrier électoral, de la machine à voter, mais aussi de l'attitude de l'opposition qui semble un tout petit peu boycotter ces élections. On en parlera. L'attention particulière de la communauté internationale sur le processus électoral, mais aussi de cette lettre signée 50 parlementaires qui se sont adressés au chef de l'État. Nous ferons le point avec un député national pour le compte de la majorité présidentielle. Il s'appelle François Nzekouye. Il est également porte-parole du PPRD, le parti présidentiel. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Floris Antoto de m'inviter sur votre plateau. Voilà, alors première question, Monsieur François Nzekouye, pourquoi est-ce que quand on regarde le processus électoral, on constate qu'il y a une attention assez particulière et une attention soutenue à la fois de l'opposition politique en RDC, des pays voisins de la RDC, mais aussi de la communauté internationale. Une attention si particulière. Pourquoi? Parce que pour ce qui concerne l'opposition politique congolaise, je suppose qu'ils pensent pouvoir faire l'alternance politique, remplacer la majorité qui est au pouvoir, et c'est de bonne guerre. Pour les voisins immédiats de la République du Congo, leur prétention est que la RDC est en frontière, tout ce qui se passe en République du Congo a un impact sur leur pays. C'est leur argument à eux. La communauté internationale, nous savons pourquoi, les richesses de notre pays les intéressent à très haut niveau, surtout très particulièrement aujourd'hui, quand on pense aux énergies renouvelables. On s'est dit que les voitures de demain vont être alimentées par des piles électriques et la matière première, c'est le cobalt congolais. Voilà les décors plantés pour que tout le monde se croit en droit d'avoir un regard sur la RDC. Mais je doute que cela leur donne droit, très particulièrement, d'avoir un regard sur le processus électoral congolais. Les élections en RDC, c'est une affaire des Congolais. Ce sont les Congolais qui vont participer aux élections et ce seront les Congolais qui seront élus. Et donc, je vois très mal qu'aujourd'hui, nous nous intéressions à une élection française, belge ou allemande. Ce n'est pas notre affaire, même si nous avons des relations avec ces pays. Nous n'avons pas à interférer ni à donner des injonctions aux Français, aux Allemands, aux Belges par rapport à ce qu'ils voudront faire comme choix de leurs dirigeants. Mais la position aujourd'hui de l'Angola, la position aujourd'hui du Rwanda, c'est justifié du fait que si aujourd'hui, en République démocratique du Congo, il y a instabilité politique, automatiquement, ça conduit l'instabilité également dans leur pays. Oui, c'est ce que j'ai dit. D'abord, cela est vrai, mais cela ne leur donne pas droit de choisir des dirigeants au Congo, ni de nous dire de quelle manière nous devons organiser notre démocratie. Autant que nous n'avons pas dit aux Rwandais que Kagame fait mandat selon la Constitution, il n'avait pas le droit de changer sa Constitution. C'était une affaire de souveraineté des Rwandais. Ils ont estimé qu'on pouvait changer la Constitution pour que Kagame se représente encore une fois et encore une fois. C'est leur droit. Nous n'avons dit aucun mot à ce sujet. Nous ne disons non plus aucun mot sur le système électoral angolais, où le président de la République est automatiquement le chef du parti qui aura gagné les législatives nationales. Le président en Angola est élu par le Parlement, ce qui n'est pas le cas chez nous. Et donc, nous les laissons leur liberté avec leur façon de gérer la démocratie et nous attendons aussi également le même respect que nous gérons la démocratie à la manière congolaise, parce qu'il n'y a pas une seule manière de gérer la démocratie. Mais dans le cadre d'un accord qui avait été signé, cet accord qu'on appelle la Saint-Sylvestre, il est important que les voisins aussi vous donnent des conseils pour la mise en œuvre intégrale des engagements pris à l'occasion de cet accord. Oui, absolument, nous ne refusons pas des conseils. Il n'y a qu'un idiot qui refuse des conseils. Tout le monde peut nous donner des conseils, mais personne ne peut décider à notre place. C'est là, en fait, la différence de vue. Mais le conseil de dire que le chef de l'État ne puisse pas se représenter, c'est un bon conseil. Il n'est pas mauvais. Il ne leur revient pas de dire si le chef d'État doit ou non se représenter. Il revient au peuple congolais d'en décider.
Et donc, le peuple congolais a déjà décidé à travers sa constitution. Si tel est le cas, le chef de l'État a toujours dit nous respecterons la constitution. Et à ma connaissance, il n'y a aucune initiative de révision de la constitution à ce jour. Et donc, nous considérons que la constitution sera d'application. Si tels sont les propos tenus ou les termes de la constitution, alors le président ne se représentera pas. Mais si il y a d'autres dispositions de la constitution qui le lui permettent, alors à ce moment-là, on avisera. Alors, est-ce que les élections auront lieu avec la machine à voter finalement? Oui, les élections auront lieu avec la machine à voter le 23 décembre. Pourquoi vous le dites? La CENI, je tiens, j'ai ajouté bien évidemment, oui. L'autorité électorale dans notre pays est la CENI. Et la CENI a dit à toute la classe politique à son temps que la seule option pour pouvoir avoir les élections le 23 décembre, c'est avec la machine à voter, parce que l'écoute, les temps et autres ne peuvent être réalisés qu'avec cette machine. Et donc, je crois que le 23 décembre, nous aurons les élections avec la machine à voter. Et mais sans l'opposition, vous allez faire les élections avec qui? Non, l'opposition doit d'abord, pour être objective, dire ce qu'elle reproche à la machine à voter. Parce que l'UDPS ne déposera pas les candidatures. En 2006 non plus, l'UDPS n'a déposé de candidature ni à la présidentielle, ni aux législatives nationales, encore moins provinciales. Ben, le pays a fonctionné, nous avons eu des élections, il y a un président qui a été élu, et des députés nationaux et provinciaux qui, du reste, continuent à exercer ce qu'aujourd'hui, pour ce qui est des députés provinciaux, je vais dire. Parce que pour le président de la République et les députés nationaux, il y a eu un renouvellement en 2011, renouvellement auquel l'UDPS a participé. Mais dès lors qu'il n'y a pas unanimité autour de l'usage de cette machine à voter, est-ce qu'on ne peut pas le mettre de côté pour que les élections soient inclusives? Je ne crois pas que la loi électorale ou la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI dise quelque part que pour qu'on organise des élections, il y ait unanimité. Je ne connais pas ces dispositions. Ce qui est demandé à la CENI, c'est d'organiser des élections qui soient juste, impartiales et crédibles. Et à ce stade, la crédibilité de la machine à voter n'est décriée que par le bout des lèvres. Personne n'a apporté des preuves que cette machine, ou encore cette imprimante... La Corée du Sud aussi n'est pas d'accord. Hein? Non, la Corée du Sud a dit et ne garantit pas. Elle n'a pas dit qu'elle n'est pas d'accord et elle n'a pas de raison d'être d'accord. Parce que c'est une affaire traitée entre un État ou une institution avec une société privée. Je ne suis pas certain que l'État français est toujours d'accord avec Renault, Peugeot ou Areva. Il y a des moments où ils peuvent être en dissension, mais ça n'empêche pas cette société de fonctionner. Donc, je crois qu'aujourd'hui, l'argument qui pourrait être convaincant, c'est nous dire, voilà, cette machine entraîne tel problème. Or, nous l'avons expérimenté tous. Nous avons vu que quand on imprime, on appuie sur les noms des entotos, c'est les visages et les noms des entotos qui sortent. Quand on met la photo de Jean-Marie Kassamba comme président de la République et son nom, c'est ce qui sort. Et donc, est-ce que vraiment on peut remettre en cause une imprimante? C'est là quand même la mauvaise foi de nos amis. La raison doit être ailleurs et ils sont seuls à pouvoir nous répondre pourquoi ils ne voudront pas cette machine. Parce que de manière évidente, expérimentée dans tous les pays, dans les villages et villes, tout le monde estime que l'expérimentation qu'on en a fait donne des résultats concluants. Alors, je me rappelle de quelques lignes, il y a quelques mois, François Soudan, de Jeune Afrique, qui parlait du caractère assez particulier du chef de l'État, qui n'était même pas compris par son entourage. Est-ce que vous-même, au sein de la majorité présidentielle, quand le chef de l'État dit « je respecterai la Constitution », vous le comprenez comment? Mais comme cela est dit, est-ce qu'il y a équivoque dans ces termes? J'ai respecté la Constitution. Il y a équivoque, évidemment. La Constitution, je la respecterai. Je peux tourner les mots dans tous les sens, je ne vois pas où il y a ambiguïté. Sauf dans la tête des personnes qui veulent qu'il y ait ambiguïté. Parce que j'ai l'impression que les personnes voudraient que le chef de l'État dise le contraire de ce qu'il dit. Au moment où il dit ce qui est écrit dans la Constitution, il prend l'engagement de respecter ce qui est dans la Constitution. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui ont fait l'exégèse de la Constitution et qui ont trouvé que ce que le président a dit peut prêter à confusion ou pas, qui nous le disent? Mais nous voyons que ce que le chef de l'État a dit est clair comme l'eau des roches. Alors, et à quelques semaines d'ailleurs du dépôt des candidatures à la présidentielle, est-ce que l'avenir de celui qui prendra le pouvoir en République démocratique du Congo est un sujet également débattu au sein de la majorité? Est-ce que vous en parlez? Oui, parce que si nous n'en parlions pas, pourquoi nous avons demandé une session extraordinaire et pourquoi la matière concernant
les statuts des anciens chefs d'État élus et sur la table de l'Assemblée nationale et du Sénat. Ça veut dire que nous en préoccupons. Nous estimons qu'un chef de l'État qui a géré ces pays doit être couvert d'un certain nombre de garanties et il ne doit pas quitter le pouvoir pour être poursuivi à temps et à contre-temps. Alors, si je comprends bien, cette loi est examinée principalement pour le chef de l'État qui doit demain quitter le pouvoir. Pour tous les chefs de l'État, en commençant par le premier élu démocratiquement dans notre pays et ses successeurs. Donc, si je vous comprends bien, le chef de l'État n'aura pas un troisième mandat. C'est ce que ça veut dire. Mais la loi, la Constitution dit quoi? Est-ce que nous ne voulons pas faire des commentaires sur ce qui est dit? Si la Constitution était muette sur le nombre de mandats d'un chef de l'État et son avenir politique, nous aurions un sujet à débat. Mais la Constitution dit les choses clairement. Alors, dites-nous s'il y a une autre interprétation de ces dispositions constitutionnelles. À ce moment-là, nous pourrons faire un débat. Mais je n'en connais pas à ce stade. D'accord. Alors, quelle est aujourd'hui, vous, particulièrement, la lecture que vous faites de toutes les réunions qui sont organisées à l'international et réunions au cours desquelles, d'ailleurs, la République démocratique du Congo n'est pas conviée? Ben, je crois que c'est de l'ingérence, tout simplement. Et c'est une honte que des présidents étrangers se permettent de faire des messes noires, si on peut ainsi le dire, au sujet de la RDC. J'estime que si nous pourrions faire pareil, supposons que Joseph Kabila invite le président Macron à Kinshasa, il invite le roi Philippe à Kinshasa pour qu'on parle de l'avenir de la Grande-Bretagne ou d'Allemagne. Je suis certain que les médias occidentaux vont en rire et dire mais ce type est devenu fou. Mais on trouve normal que le président Macron invite le président angolais et rwandais pour parler de la RDC sans la RDC. C'est cela en fait les mal du Congolais. C'est ce qu'on appelle en droit international les actes unilatéraux qui sont aussi source de droit. Non, Zantoto, oui. Je crois que sociologiquement, j'ai l'impression que le Congolais n'est pas encore décolonisé oui. Quand il trouve ce genre de choses normales. Parce que moi je vous dis que cela s'est ferré et j'invite le président de la République à le faire, ne fût-ce que par démonstration. D'abord, ses collègues ne viendraient pas. Si on invite Macron, on dit venez, et Philippe, venez qu'on parle de l'avenir de l'Allemagne, il ne répondrait pas positivement à une telle invitation. Et donc, que Lourenço ait accepté une telle invitation Kagame, ça montre que dans leur tête, ils sont encore des petits présidents colonisés. Vous allez le faire comment pour parler de l'Allemagne dès lors qu'on sait que l'Allemagne est un pays normal? Et la RDC ne l'est pas? La RDC a des problèmes. Et en Allemagne, il n'y a pas de problème? Il y a une crise. Il y a une crise de légitimité des institutions. Toto, il y a quelques années, en Belgique, on a fait 3 mois sans Premier ministre. C'était normal? Est-ce que nous avions eu le droit d'en dire un mot pour inviter les protagonistes à Kinshasa, organiser un forum comme on a fait à Genval? On pourrait en faire à Kinshasa ou à Lansele. Nous avons des cadres pour appeler les acteurs belges de venir au Congo pour que nous leur disions de quelle manière ils peuvent arriver rapidement à avoir un gouvernement. Nous pourrions le faire. Est-ce qu'on nous prendrait au sérieux? Alors, je vais également parler de la 19e tribune qu'un Premier ministre honoraire, Adolphe Mozito, a écrit concernant le régime Kabila. Il a dit ce sont les 3 plans pour pérenniser le pouvoir. 3 plans kabilistes pour pérenniser le pouvoir. Ça veut dire, avec vous, vous voulez aller aux élections sans l'opposition. Pour vous, ça vous arrange. Ou soit, vous glissez avec la logique que les institutions doivent être remplacées par d'autres institutions qui seront élues. Quelle est votre lecture par rapport à ce que dit Adolphe Mozito? Bon, je crois que c'est une belle réflexion. En termes de qualité littéraire et intellectuelle, c'est beau à entendre. Mais est-ce que cela tient debout? Nous sommes aujourd'hui dans un processus électoral. Le PPRD a déposé le 24 de ce mois un certain nombre de dossiers de candidature pour ces députés provinciaux. Vous avez vu la machine PPRD sur terrain. Nous avons balayé l'Équateur, ancienne configuration, le Grand Katanga. Nous venons du Congo central. Nous nous apprêtons à aller
au Kasaï et province orientale et bientôt au Kivu, avec une machine lourde, coûteuse, parce que ce que vous voyez que nous déployons, ça nous coûte de l'argent et des moyens. De l'argent? Pensez-vous, bien sûr, de l'argent. Vous en trouvez où? Nous sommes un grand parti politique. Nous avons combien de députés nationaux? Vous avez de l'argent? Nous avons de l'argent, oui. Nous cotisons. Tous les députés du PPRD, on les retient à la source 10% de leur rémunération. Tous les ministres PPRD cotisent. Tous les mandataires publics cotisent. Tous les membres du cabinet travaillant avec des ministres PPRD ou avec des mandataires PPRD cotisent. Nous avons de l'argent. Et nous les dépensons pour préparer les élections. Si nous avions envie de nous pérenniser sans élections, pourquoi gaspillerions-nous cet argent en faisant des tournées pour rien, en courant des risques, en prenant les avions tous les 2 jours? Est-ce que c'est vraiment un plaisir ou un spectacle que nous déployons par rapport à cela? Non, nous croyons aux élections et nous avons dit que nous mettons à défi quiconque ne croit pas. Nous allons nous retrouver le 23 décembre avec les élections. Alors, il dit, nous voulons les élections sans l'opposition. Quel est le mécanisme que nous pouvons utiliser pour empêcher l'opposition d'aller aux élections? La machine à voter? Mais la machine à voter, parce que l'opposition ne sera pas d'accord. Pourquoi ne le serait-elle pas? C'est ça la question. Je crois qu'on a déjà épilogué cette question. Oui, c'est ce qu'il a dit. Il faudrait, oui. Bon, si c'est une tactique, une stratégie de les amener à boycotter. Je crois qu'une opposition responsable qui croit à sa popularité, et cette population, elle n'a pas rejeté la machine à voter, parce que l'opinion congolaise a une malice, c'est celle de vouloir croire à chaque fois que l'on parle que mon point de vue est le point de vue de la population. Mais la population congolaise a été mise à l'épreuve et continue de l'être avec la machine à voter. Dans toutes les circonscriptions électorales, dans chaque antenne de la CENI, se trouve un échantillon de la machine à voter et la population est appelée tous les jours à aller l'expérimenter. Avez-vous entendu des feedbacks négatifs par rapport à ça? De par la population qui est souverain primaire. Nous entendons des acteurs politiques jacassés à ce sujet, mais la population qui doit voter, elle, n'a dit aucun mot négatif à ce sujet. C'est ça la légitimité. C'est ceux-là qui comptent, ceux qui doivent voter. Mais ces élections, on va y aller lorsque vous avez un fichier électoral plus ou moins corrompu. Vous avez entendu, vous avez suivi l'audit des experts de l'OIF, associés également à ceux de l'opposition. Ça ne convainc pas. Comment aller dans une élection où vous avez pratiquement 16 millions de cas douteux? Non, ce n'est pas 16 millions, c'est 6 millions encore qui ne sont pas des cas douteux. 6 millions. 6 millions de personnes sans empreinte. Okay? Ça existe pas... Oui, c'est faisable et la loi le reconnaît. C'est cela, en fait, l'hypocrisie de l'opposition. La loi le reconnaît? Oui, la loi reconnaît à la CENI qu'il y a des personnes, dans certaines circonstances, dont les empreintes ne sont plus lisibles de par le fait d'avoir utilisé les charbons, ou les miniers, ou les maçons. Il y a des personnes, quand vous mettez la lecture de l'empreinte, ils sont illisibles. Et à ce moment-là, la CENI est en droit et en devoir de les enrôler. Ça, c'est la loi électorale qui les dit. Et l'opposition qui était là. Moi, j'ai présidé les groupes d'observateurs pour la majorité présidentielle. Nous étions ensemble, j'étais assis tous les jours à côté du représentant de l'UDPS. Et en ce moment-là, nous avons eu un consensus sur cette question-là. La CENI a convaincu tout le monde, et nous, et l'OIF, à ce sujet, parce qu'il en avait le droit. Alors, quand les gens racontent à travers les médias qu'il s'agit de fictifs, c'est faux et archi-faux. La CENI est prête à les démontrer à qui veut qu'il est fait parce qu'il était impossible de prendre les empreintes de ces personnes. Ce n'est pas qu'il manquait des mains, mais l'opération dit, quand vous ne pouvez pas prendre l'empreinte de quelqu'un, vous amputez. Amputez pas physiquement. Ça veut dire vous prenez les autres signes. Le visage, il y a la lecture biométrique des yeux qui permet d'identifier une personne. Il n'y a pas que les empreintes. Voilà. Donc, ces personnes-là ne sont pas fictives. Arrêtons ces mensonges que nous sommes en train de distiller à travers la population. Je suis prêt à faire un débat avec un représentant de l'opposition qui était avec moi en observation de l'opération de l'OIF. Même les experts. Même les experts. Okay. Nous sommes prêts. Et les experts eux-mêmes de l'OIF n'ont pas dit qu'ils sont des fictifs. Nous avons les rapports, vous l'avez. Ils n'ont jamais dit qu'ils sont des fictifs, qu'ils soient sur le fichier électoral. Alors, cette émission est arrivée à la fin. On va aborder la dernière question.
une lettre de 50 parlementaires adressée au chef de l'État, dont certains sont de la majorité présidentielle. Ils demandent la sagesse du président de la République pour le cas de Moïse Katumbi qu'ils estiment être un acharnement. Et ils demandent d'ailleurs au chef de l'État de laisser que Moïse Katumbi rentre en homme libre en République démocratique du Congo. Même les vôtres, dans la lettre. Mais je crois que c'est une honte. C'est une honte de voir mes collègues parlementaires agir de la sorte. Parce qu'ils savent que la Constitution ne place aucune personne au-dessus de la loi. Et que le président de la République n'a aucun droit, alors aucun, d'interférer dans les cours normales de la justice. Quand un dossier est en instruction et il est déféré devant un juge, le chef de l'État n'a aucun pouvoir. Au Congo, on sait que Fleury Kabange peut recevoir les ordres du président. Même Fleury Kabange, même lui, même les procureurs de la République n'a pas le droit. Et le chef de l'État donnerait une telle injonction, il violerait la Constitution. Et donc, ne demandez pas au chef de l'État garant de la Constitution de violer la Constitution. De deux, quand on lit cette lettre où les collègues estiment qu'il y a impunité dans ces pays en citant les conseils spéciaux en matière de la lutte contre l'impunité et contre la corruption, ils pêchent en demandant en même temps que les chefs de l'État aillent contre les dispositions qui luttent contre l'impunité. On doit permettre aux citoyens Moïse Katumbi de répondre à la justice, de démontrer qu'il est innocent et être blanchi de ses faits. Fuir la justice, c'est une attitude irresponsable et qui ne profiterait ni à Moïse ni à cette frange des députés. Nous comprenons leurs intérêts, peut-être d'avoir un peu de moyens pour battre campagne. Il y a meilleur moyen de le faire que de demander au chef d'État de violer la Constitution et la loi de la République. Merci beaucoup, M. François Nzikouye, député national pour le compte de la majorité présidentielle, porte-parole du PPRD. Merci d'être venu sur ces plateaux pour répondre à nos questions, même si on sait comment la justice congolaise fonctionne. La justice congolaise fonctionne bien, nous devons lui faire confiance, surtout les parlementaires qui savent que cette justice qui va recevoir les recours après les élections et qui va juger de leur sort. Nous leur devons un minimum de respect et beaucoup de confiance. Cette émission est terminée. Merci de l'avoir suivie. À très bientôt et avec le même plaisir.